Si vous ne le connaissez pas, eh bien restez accrochés à votre siège parce que vous allez être passionné par la vie de Eli Merzbach, mathématicien, enseignant à Bar-Ilan en Israël depuis 51 ans. C'est son Alia Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Eli Merzbach, bonjour. Bonjour. Il faut vous rapprocher par contre du micro si vous le pouvez, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà, vous pouvez même le tirer vers vous. Allez-y, voilà. Ce serait dommage qu'on ne vous entende pas. D'accord, c'est bon, là on m'entend comme ça? Oui, là on vous entend. Alors, vous êtes arrivé en Israël en 1967, juste après la guerre des 6 jours, avec votre bac en poche, pour faire un an de yeshiva, on va dire. C'était pas pour faire votre alliance. Exactement. J'ai passé mon bac en 67 à Paris. J'ai étudié dans les écoles juives. L'école Yavneh, on peut la citer? Oui, l'école Yavneh. Ben voilà. Et l'école Lucin de Hirsch en primaire. Et je voulais faire une année de yeshiva. Et en fait, je voulais, après l'année de yeshiva, retourner à Paris et faire des belles études mathématiques. Je pensais aux grandes écoles, Polytechnique, Normal Sup. C'était ça mon rêve. Et donc, je suis parti à la yeshiva. J'étais très content. Dans une petite yeshiva, enfin, en tout cas, pas forcément très connue de tous, à Ber Yaakov. Voilà. Exactement. Et j'ai étudié à Ber Yaakov. Et il s'est trouvé que la veille, enfin, juste 2 semaines avant Pessah, j'ai quitté la yeshiva pour les vacances de Pessah. Et je suis rentré dans le bus. Et là, dans le bus, il y avait la radio qui marchait à l'époque. Ouais, on a beaucoup marché la radio. Ouais. Et c'était juste après une opération militaire qui s'appelait l'opération Karamé. Ben, si quelqu'un se rappelle, en 1968. Et dans cette opération, il y a eu une trentaine de soldats juifs israéliens de Tzahal qui ont été tués, malheureusement. Et j'ai écouté ça. Et j'étais dans le bus. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Je me suis dit, c'est mon peuple, c'est mon pays, je reste là. Je ne pars plus terminer la France. En une seconde, vous avez décidé? Oui, j'ai décidé ça. Et j'ai décidé aussi que je termine mon année de yeshiva et je vais à l'armée. Pourquoi avoir voulu tout de suite aller à l'armée? C'était quoi? Vous aviez un sentiment d'identification, d'appartenance déjà très fort? Oui, je pensais qu'on fait partie d'un peuple. Il faut tout prendre pour le peuple, le bien et le plus difficile aussi. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, et je crois que c'était un choix, un bon choix. Je dis toujours que c'était une de mes meilleures décisions que j'ai prises dans la vie, peut-être. Et j'ai décidé donc de rester en Israël et de partir à l'armée. Effectivement, en été 68, je suis parti à l'armée. Et j'ai fait mon service militaire normal, enfin un peu plus court parce que j'étais... Vous étiez au Nahal, je crois. J'étais au Nahal, oui. Voilà. Et j'étais au Lechadash, alors j'ai fait 1 an et demi d'armée. Mais normalement, j'étais dans le génie. À l'armée, j'ai eu la chance de participer à la fondation d'un nouveau yishuv, d'un nouveau village. C'est ça qui est génial, parce qu'en fait, même si votre rêve c'était Polytechnique, finalement, vous l'avez remplacé par un autre, celui d'être pionnier en Israël. Vous avez fondé un yishuv dans la vallée du Jourdain. Voilà, le yishuv qui s'appelle Mechola. Enfin, je ne suis pas tout seul. Non, bien sûr, avec votre bande du Nahal, on va dire. Voilà, on a fondé ce yishuv, c'était très bien. Et lorsque j'ai terminé l'armée, je me suis inscrit en mathématiques à l'université hébraïque de Jérusalem. Donc vous n'aviez pas perdu votre rêve. Alors vous avez bien sûr suivi vos études, BA, master, doctorat. Vous avez tout fait à l'université de Jérusalem. Absolument. Vous avez regretté de ne pas avoir fait Polytechnique? Non, j'ai jamais regretté. Non seulement j'ai pas regretté, mais finalement je suis retourné à Polytechnique. En tant que professeur? En tant que professeur, je suis retourné à Polytechnique. Quand j'ai fait mon post-doctorat, j'étais quelques mois à Polytechnique. Je renseignais à Polytechnique. Et pas seulement à Polytechnique, j'étais dans d'autres grandes écoles. Encore maintenant, j'ai... Supélec, des choses comme ça? Oui, actuellement, j'ai un poste, si je veux, à l'école centrale. Ça s'appelle maintenant Centrale Supélec. Et je connais bien les grandes écoles françaises, je connais bien l'université à Paris, Jussieu, Paris 6, Paris 7, tout ça je connais très bien. Et je peux vous assurer que non seulement j'ai pas de regrets, mais les universités israéliennes, elles sont tout à fait au niveau, un système un peu différent, c'est un système américain. On n'a pas à rougir? Non, on n'a absolument pas à rougir. La preuve, c'est que je suis invité souvent en France pour des congrès, pour donner des conférences, Polytechnique par exemple, et d'autres endroits. Donc je vais de temps en temps en France.
Mais chaque fois que j'y vais, je suis tellement content de retourner en Israël. De revenir en Israël. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que le choix d'avoir décidé de rester, c'était le bon pour vous. Absolument. Alors, vous êtes content de revenir, c'est ça qui est intéressant parce que vous connaissez quand même des Juifs qui sont restés là-bas ou des Juifs qui ont eu peut-être même votre parcours. Vous êtes venus, ils sont restés, ils ont peut-être fait aussi Centrale, l'X et compagnie. C'est différent, le résultat n'est pas tout à fait le même. Oui, c'est différent. Mais mes amis, la plupart de mes amis ont fait leur alia aussi. Mais ceux qui n'ont pas fait, que je connais, en général, leur judaïsme n'est plus le même. Et soit leurs enfants sont complètement disparus, ils vivent pas pleinement le judaïsme. Moi, ce que je supportais pas en France, quand j'étais encore enfant, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais en France, c'était cette dichotomie d'être juif à la maison et dehors d'être un bon français et tout. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Alors qu'en Israël... ça veut dire de ne pas, dehors, en bon français, ça veut dire dans vos mots, ne pas donner de manifestation extérieure de son judaïsme. Voilà, c'est ce qu'on nous apprenait quand on était jeunes. On disait... Profil bas. Voilà. Comment ? Ok, profil bas. Voilà, profil bas, exactement. On disait à la maison, tu es un juif, tu fais tout ce que tu veux, la prière, tout. Mais dehors, tu es un Français. D'abord un Français. Et ça me dérangeait. Et le fait que je ne pouvais pas vivre pleinement ce que je suis. Alors que maintenant, ici en Israël, que je sois religieux ou pas religieux, c'est pas grave. C'est pas une question ici de religion. C'est le fait de vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre. De pouvoir dire pleinement ce que je pense, entièrement, ne pas avoir honte d'avoir une kippa sur la tête, de pas avoir honte de faire un utilat yadayim quand je vais déjeuner, de pouvoir aller déjeuner avec mes confrères cachère, alors que dans les universités, quand je suis invité à Polytechnique ou ailleurs, arrive midi, tout le monde va manger. Non, moi je vais pas manger parce que c'est pas cachère. Mm-hmm. Bon, alors ça, c'est des choses qui m'ont dérangé. Et le fait d'être en Israël, et on vit bien en Israël finalement. Mais bien sûr. Ouais. Alors, on va parler aussi de toutes vos activités, bien évidemment, mais on va rester sur ce côté personnel idéologique. Vous êtes bien sûr marié quand vous êtes arrivé un peu plus tard en Israël. Vous avez fondé une grande famille, vous avez 10 enfants qui sont tous en Israël. Ils sont tous restés en Israël. Et ça, c'est pour vous un grand bonheur. Un grand bonheur, une grande fierté. Alors, effectivement, je me suis marié donc après ma licence avec une amie que j'avais connue un petit peu en France, ouais, qui s'appelle Myriam. Qui est bien connue de la communauté. Oui, Myriam Picard autrefois. La fille de Mariam Picard, on peut le dire. Oui, voilà. Très bien, on peut le dire, pas de problème. Et les premières années, on a habité Yerushalayim. Et après, on a passé à Shiloh. On a eu, Baruch Hashem, 10 enfants. Et Baruch Hashem, ils habitent tous en Israël. Et c'est pas évident parce que parmi mes collègues, mes amis à l'université, dû au fait qu'on part souvent à l'étranger, il y a beaucoup qui ont fait leur Yorida, qui habitent à l'étranger. Baruch Hashem, tous nos enfants, Myriam et moi, tous nos enfants habitent en Israël. Ouais. Ils sont tous mariés, Baruch Hashem. Ils ont tous des enfants, Baruch Hashem. Ils sont tous datim, Baruch Hashem. Et la plupart habitent en Yehuda Veshomron, en Judée-Samarie. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est ça qui est étonnant chez vous, parce que on sait bien que dans le monde universitaire, tout le monde n'a pas votre genre de parcours, et vous devez sûrement détonner lorsque vous voyagez. Comment vos collègues prennent le fait que vous habitiez justement à Shiloh, donc en plein cœur d'Israël, dans ce qu'on appelle les territoires pour certains. Comment vous présentez ça? Comment vous expliquez? Moi, je dis que j'habite dans le centre d'Israël. Géographiquement parlant, c'est vrai. Shiloh, c'est le centre. Exact. Voilà. Effectivement, c'est en Samarie, c'est près de Naplouse, Shrem, pas très loin de Ramallah. Mais c'est le cœur d'Israël, puisque la première capitale d'Israël, c'était Shiloh, avant Jérusalem. Lorsque Josué a conquis le pays, il a fixé sa capitale et il a mis le Mishkan à Shiloh. Voilà. Alors maintenant, aux collègues, vous parlez des collègues israéliens, des collègues israéliens aussi, oui. Ça ne doit pas être évident non plus. Oui, oui. Mais j'ai pas honte de dire à mes amis, collègues, où j'habite et pourquoi j'habite là-bas.
Et je dis ça aussi aux collègues non-juifs et des différentes universités, en France, au Canada, aux États-Unis. Je leur dis que toujours que pour moi, vivre à Shiloh, c'est normal, je suis un juif, c'est un retour, mais c'est aussi une condition pour la paix. Moi, je suis pour la paix. C'est ça qui est étonnant, parce que quand vous m'avez raconté en préparant l'émission que lorsque vous avez déménagé de Jérusalem à Shiloh, c'était pas forcément quelque chose d'idéologique, mais c'était vraiment pour la paix. Absolument. Alors, absolument. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce qu'il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est exactement le contraire que vous faites. Oui, je sais que d'autres vont le dire, mais je pense intimement que pour avoir la paix, une des premières conditions, c'est que chaque homme, chaque être humain puisse vivre là où il veut. Évidemment, dans la mesure où il ne fait pas de terrorisme, etc. Il n'embête pas les autres. Mais a priori, chaque personne doit pouvoir vivre là où il veut. Ça veut dire que théoriquement, pour la paix, je dois pouvoir vivre dans le centre de Shrem, Naplouse, dans le centre de Ramallah, etc. Et inversement, les Arabes doivent pouvoir vivre normalement dans n'importe quelle ville d'Israël, Jérusalem, Tel Aviv, n'importe où, normalement. Bon, on n'y est pas, là. On n'y est pas encore, je sais qu'on n'y est pas encore. Mais pour la paix, c'est la première condition. C'est intéressant comme position. Et une des raisons pour lesquelles on est allé à Shiloh au début, c'était justement pour montrer qu'on peut vivre normalement, sainement, avec des voisins arabes, palestiniens, comme vous voulez, dans les villages arabes. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, on a fondé une école à Shiloh, une école primaire. On voulait un professeur d'arabe qui enseigne un petit peu l'arabe aux enfants. Et on pensait prendre un professeur d'arabe du village à côté de Shiloh qui s'appelle Tourmoussaya. Et je suis plusieurs fois allé voir le cheikh de Tourmoussaya. J'ai oublié son nom maintenant, c'était il y a longtemps. Et il y avait vraiment, on buvait le café ensemble, etc. Il y avait vraiment des vraies relations. Il y avait des vraies relations qui sont tout d'un coup arrêtées lors de la première intifada dans les années 90, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté totalement et c'est pas revenu malheureusement. Ouais. Ok. Bon, alors c'est assez étonnant et c'est bien que vous soyez là pour en parler, parce qu'il y a souvent beaucoup de stéréotypes et d'images qui sont complètement fausses de ce qui se passe dans ces régions-là. Donc c'est tout à votre honneur de venir aussi de venir ici en parler. Alors Shiloh, ok, l'université. D'accord, mais vous ne faites pas qu'enseigner, vous faites aussi beaucoup de recherches. Vous avez même écrit un livre sur la théorie des probabilités. C'est exact. Voilà. Ouais. Bon, alors, du chinois pour moi, mais... Bon, d'abord, il faut savoir qu'un professeur d'université, l'essentiel de son travail, c'est la recherche. Il y a un peu d'enseignement, on enseigne quelques heures par semaine, parce qu'il faut bien former la jeunesse, mais l'essentiel, c'est la recherche, et la recherche continue, c'est surtout avec les doctorants et d'autres, et ça, c'est très important. Alors donc, j'ai écrit un livre en hébreu qui s'appelle Torah Ha'istabrout, théorie des probabilités, et je crois que c'est le seul livre en hébreu de probabilité théorique, et qui marche bien. J'ai écrit d'autres livres aussi, mais ce livre-là, il est important. Un livre de référence. Oui, c'est un livre de référence en probabilité. Moi, j'aime beaucoup la probabilité, c'est quelque chose qui vous parle. Oui, absolument. Et j'en fais avec des collègues étrangers aussi. Je veux dire, ouais. Alors, ce qui est beau dans votre histoire, c'est que votre amour des mathématiques n'est pas moins important que votre amour du judaïsme, de nos sources de la halakha. Et vous avez... il y a quelque chose qui fait du bruit. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est pas grave. Et vous avez monté un master MADA, donc sciences en hébreu et halakha. Exactement. Il existe depuis combien de temps, ce master ? Il existe depuis 10 ans. D'accord. Et c'est un master dans le cursus. Il y a des cours scientifiques et des cours de halakha, des cours de loi juive, si vous voulez, dans lesquels on montre que ça va ensemble. Il y a une synergie entre la science et la Torah, et chaque côté apporte à l'autre. La science apporte à la Torah d'abord des solutions à des problèmes techniques, et aussi beaucoup de choses, et aussi des problèmes de l'éthique, et la Torah apporte à la science des solutions d'éthique, par exemple en problèmes médicaux, etc., et de moussard, de pensée juive. Donc il y a une synergie entre les deux, et c'est très important. Et donc on a ce master, on accepte tous les ans une trentaine d'élèves seulement,
qui ont déjà un BA, déjà une licence, et on les forme. Un cours ça dure 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils font toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de rabbins ou de directeurs d'école qui viennent étudier. Il y en a un, par exemple, qui est devenu conseiller au grand rabbinat sur la cacheroute. Par exemple, on a un cours de cacheroute et chimie. Parce que de nos jours, toute la cacheroute, de plus en plus, ça devient de la chimie. Vous savez que de nos jours, on peut faire avec du lait, on peut faire de la viande. On peut. On ne le fait pas encore parce que ça revient très cher. Mais en laboratoire, on peut tout changer. Alors, si vous faites avec un peu de lait et de la viande, c'est quoi? C'est halavi ou c'est pas cher? Ça devient compliqué. Donc, il faut on forme des gens avec les meilleurs spécialistes en chimie, en biologie, en mathématiques et dans d'autres domaines, en physique, et pour comprendre ces problèmes. Un cours de Chashmal et Shabbat, électricité et Shabbat. Tous les chaïchanim, tous les petits appareils, dans quelle mesure on peut utiliser Shabbat? Quel est un machon dans le Gush Etzion, je crois, où oui, absolument, on fait aussi absolument. ce genre de choses. Et il y a des gens de chez nous qui travaillent là-bas. J'imagine. Absolument. Oui, ça, c'est très important. Et en plus, on a un congrès, une fois par an, un congrès de Torah Omada, et qui a lieu une fois par an, une fois au Mochon Lev, une fois à Bar-Ilan. Chez vous, oui, voilà. pour parler de ces questions. Absolument. Alors, vous avez bien sûr dans vos fonctions, même si ce n'était pas vraiment officiel, vous représentez toujours l'État d'Israël, évidemment. Quelle est la chose dont vous avez été le plus fier, ou le moment qui vous a touché au cours de votre vie professionnelle? Beaucoup de choses. J'imagine. Vous parlez à l'étranger, quand j'étais à l'étranger? Oui, à l'étranger, ou même ici, les deux. Non, à l'étranger, j'ai toujours été très fier du fait qu'on invite dans les grands congrès, pour les meilleurs, les conférences les plus importantes, très souvent, on invite des Israéliens parler. Les Israéliens, en mathématiques en tout cas, ils sont à la pointe du progrès, à la pointe, et j'ai toujours été très fier, j'ai toujours été un sentiment de fierté d'être israélien et aussi d'être invité dans les grands congrès, pas seulement moi pas tellement, mais d'autres mathématiciens israéliens. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et le fait qu'on arrive, malgré tous les problèmes qu'on a en Israël, les problèmes militaires, sécuritaires et tout, on arrive quand même à se développer. Et le niveau de vie, Baruch Hashem, a augmenté. Il y a la pauvreté en Israël, c'est quelque chose de triste, mais elle est relativement bien inférieure à la pauvreté qu'il y a en France. On peut dire aujourd'hui, en Israël, les gens ne meurent pas de faim. Je crois, non, vous n'êtes pas d'accord? Pas tout à fait d'accord avec vous, mais enfin, disons que malheureusement, les dernières statistiques de l'association La Tête nous montrent qu'il y a encore beaucoup de... Non, il y a beaucoup de gens pauvres. Beaucoup de gens pauvres. Mais tout dépend aussi de ce qu'on définit. On ne meurt pas de faim parce qu'il y a de la solidarité dans le pays. Voilà, il y a une solidarité extraordinaire dans le pays. Ça c'est vrai. Et ça, on peut en être fier. Ça c'est vrai. Ouais. Alors maintenant, puisque vous avez parlé si bien de votre métier que vous semblez adorer, est-ce que si certains préparent leur alia, et ils sont dans votre domaine, se préparent une carrière en mathématiques ou autre, ou peut-être sont désireux d'intégrer des grandes écoles en France, ils hésitent, s'ils cherchent les perspectives qu'ils pourraient avoir en Israël, est-ce que vous êtes OK pour leur filer un petit coup de main? Est-ce qu'on peut vous écrire? Avec plaisir, bien sûr. Je vous laisse Moi, mon email. Voilà. Et le mieux, c'est par le email. Avec plaisir, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais beaucoup aider, mais avec plaisir, si je peux donner un petit coup de main aux jeunes ou aux moins jeunes qui veulent faire leur alia, et c'est absolument, si je peux les aider, avec plaisir. Ouais, moi, je conseille aux Français qui hésitent quand faire leur alia, je conseille de faire leur alia le plus tôt possible. Après le bac. Après le bac. Parce que si on fait une alia tôt, on parle bien l'hébreu, on n'a pas d'accent, on peut bien s'intégrer, on peut monter dans les échelons qu'on veut, alors que si on arrive tard, on reste toujours à Olé Hadash. Alors je conseille vivement de venir tôt. C'est formidable comme ça. Comme ça, on peut monter. Moi, j'ai eu la chance d'être... j'étais professeur, j'étais chef du département de mathématiques, j'étais doyen de la faculté des sciences, et j'ai fait encore plusieurs
tafkidim, j'ai oublié mon français, excusez-moi. Vous avez tenu plusieurs fonctions à l'université. Et ça, c'est parce que j'ai eu la chance de venir tôt. Si j'étais venu tard... Ça aurait été plus compliqué. Beaucoup plus dur. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi votre chemin, qui ont fait peut-être les grandes écoles, je pense à certains polytechniciens qui sont arrivés en Israël ces dernières années, ou d'autres dans ce cas-là, on va dire, en tout cas, dans un cas similaire. Comment on fait pour accrocher les wagons et travailler en Israël? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si quelqu'un est intéressé à la vie universitaire, ouais. Alors il faut envoyer le CV et la liste des publications aux différentes universités. C'est ça qu'il faut faire. Et en particulier, je suis prêt à aider éventuellement si c'est dans le domaine des mathématiques. Et c'est très important. Donc le CV, surtout liste des publications, c'est ce qui est le plus important. Et avec ça, on peut essayer. Mais c'est dur de se faire accepter dans une université en Israël. C'est pas facile parce que les universités en Israël sont de très haut niveau. Et donc, ils cherchent des bons chercheurs. Des profils. Donc, il vaut mieux être jeune. A priori, on préfère des chercheurs jeunes. On peut espérer que leur carrière se poursuive, c'est sûr. Va continuer. Bon, alors je donne votre email. Vous m'autorisez? Allez, ely.mers@biu.ac.il. Si vous avez envie, d'avoir des conseils, un petit coup de pouce, on ne sait jamais. Eh bien, vous pourrez écrire à Elie Merzbach. C'était passionnant de parler avec vous. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, beaucoup de bonheur pour vous tous. Je peux vous dire que j'ai fêté l'année dernière mes 50 ans. D'Alia. Mes 50 ans d'Alia, je les ai fêtés avec tous les enfants et les petits-enfants. C'est extraordinaire. On a fait un grand tioul et c'était formidable pour remercier Dieu de cette chose extraordinaire que j'ai faite, pas seulement moi, vous et beaucoup de gens, d'aller vivre en Israël. Et on peut garder une certaine culture, mais d'accéder à toute la vie israélienne, à la vie juive, c'est quelque chose de formidable. Voilà, on souhaite que d'autres suivront votre exemple. Voilà, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir, madame. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.